La matière, quelle chose étrange, solide, liquide, dur, mou, chaud, froid, de l'inerte au vivant, elle est là, partout, présente. Minérale, végétale, animale, et même l'humain, tout est constitué de matière, la même matière. Nous sommes de la matière. Tout est matière. Mais d'où vient-elle? Quelle est son origine? Partons au plus profond de ces mystères, de ces théories et de ses plus belles possibilités. On apprend à l'école que la matière est constituée d'atomes, composés d'éléments, tous regroupés dans un tableau étrange, le tableau de Mendeleïev, qu'il a formulé et écrit après un rêve étrange. Tous les éléments constituant la matière, tous sont présents dans ce tableau. Et chaque atome est constitué d'un noyau autour duquel gravitent des particules que l'on appelle les électrons. Exactement comme notre univers, dans lequel le Soleil est fixe et les planètes gravitent autour de lui. Ce sont les mêmes lois qui régissent ces mouvements, les mêmes orbites, les mêmes formes géométriques. Les électrons et le noyau formant l'atome. Les planètes et le Soleil formant notre univers. Mathématiquement, c'est pareil. L'infiniment petit et l'infiniment grand seraient donc identiques. D'ailleurs, même scientifiquement, on n'a toujours pas trouvé l'origine, que ce soit de la matière, au plus petit de la matière, mais aussi de l'univers, au plus grand, au plus loin de l'univers. Et on se confronte, finalement, avec cette notion qu'est l'infini. Infini petit, infini grand. Cette notion qui signifie finalement que l'on ne sait pas. En bas, au plus bas, et en haut, au plus haut, l'obstacle est le même. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, nous dit la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste, le père de l'alchimie. Et pour faire les miracles d'une seule chose, oui, la vie. La vie sous toutes ses formes, connues et inconnues. L'univers et les atomes, plus qu'identiques, c'est peut-être la même chose, une chose liée à la vie. L'univers n'est donc qu'un atome. Et chaque atome, chaque particule de matière donc, est un univers à part entière, un monde complexe, et où il est donc possible de créer des choses magnifiques, comme la vie, sans limite, sans barrière, sans frontières. Au-delà du temps et de l'espace, au-delà de tout ce que l'on apprend,
et que l'on connaît, au-delà même de tout ce que l'on peut imaginer. Chaque particule de matière, si petite soit-elle, porte donc en elle une énergie immense, une puissance infinie, la vie tout simplement. Et comme elle la possède, elle peut donc la créer. Comme les êtres humains engendrent d'autres humains, comme les animaux engendrent des animaux, comme les végétaux engendrent des végétaux, eh bien c'est tout à fait logique donc, après toutes ces démonstrations, que la matière peut engendrer la matière. Ils portent tous la même matière. Ils portent tous le même esprit. Ils portent tous la même âme. Ils portent donc la vie, la même vie. Mais comment la matière peut-elle se reproduire? Et pour créer quoi? Comme l'être humain, comme l'animal, comme le végétal, il suffit d'être deux, la dualité. La dualité qui s'attire, la dualité créatrice, comme elle peut être destructrice. Exactement comme deux aimants qui peuvent s'attirer de la même puissance qui peuvent se repousser. Mais en plus d'être deux, il faut un troisième élément, le feu secret. Un feu qui ne brûle pas, un feu qui ne détruit pas. Ce n'est pas le feu de Prométhée qui n'a apporté que violence et haine à l'être humain, et qui l'a distingué des autres êtres présents sur Terre, qu'il ne le connaissait pas, ne le maîtrise pas, donc. Non, cet autre feu, Prométhée s'en est bien gardé de le divulguer à cet être misérable qu'est l'être humain. Ce feu secret, c'est le feu qui rend amoureux, c'est l'excitation qui attire pour le plaisir et pour se reproduire. Ce feu secret, ce feu qui ne brûle pas, ce feu qui attire, eh bien les hommes, les bêtes, les plantes, ils l'ont tous en eux. Et sans lui, aucune vie n'est possible. Alors forcément pour la matière, c'est pareil. Chaque particule, chaque élément, chaque portion de matière, chaque grain de sable peut donc engendrer une autre particule, un autre élément, une autre matière, un autre univers, une vie donc. Pas de doute. Mais là, il faut abandonner la théorie des électrons, des noyaux, et en chercher une autre. Et pour comprendre, reprenons la définition de la matière telle qu'elle était enseignée il y a des siècles, des millénaires, dans les plus anciennes civilisations, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Toute matière possède finalement deux principes en elle, comme le positif et le négatif, comme le masculin et le féminin. Ces deux principes, on les appelle le soufre et le mercure. C'est aussi le soleil et la lune. Et chaque principe peut s'exprimer à divers niveaux dans chaque élément, du quasi inexistant
au parfaitement pur. Si la vie est dans la matière, alors elle naît, elle se développe, elle grandit et meurt comme toutes les vies. Elle peut même tomber malade, souffrir, avoir des émotions, aimer et être aimé. Oui, ça paraît bien étrange, mais j'en ai fait la démonstration. Et c'est donc dans cet esprit qu'il existe une matière parfaite qui transcende toute maladie, qui est arrivée à un stade ultime de perfection absolue que le temps ne peut plus altérer. Eh bien oui, scientifiquement même, il n'existe qu'une seule matière, une seule présente sur Terre à l'état naturel, inoxydable, que le temps ne peut pas détériorer, ou plutôt ne peut plus détériorer. Alors bien sûr, vous l'avez reconnu, c'est l'or. Évidemment, la matière parfaite, guérie de tous les maux et maladies de son monde, de notre monde, et encore plus, de tous les mondes. L'or, c'est donc la perfection. S'il existe une matière parfaite, guérie de tous les maux, alors les autres matières sont forcément imparfaites, viles, impures, et donc, sous une certaine forme, malades, dans le sens où le temps peut les tuer. Ainsi, le plomb a toujours été considéré comme un métal des plus vils présents sur Terre, et donc malade. Comme la plante peut se soigner lorsqu'elle dépérit, comme l'animal peut se soigner avec les plantes qu'il trouve autour de lui, comme l'être humain peut guérir avec des médicaments, eh bien le métal, malade, comme le plomb, même s'il nous reste utile dans notre monde, peut atteindre lui aussi la perfection, l'or, grâce à une médecine spéciale. C'est ce que l'on appelle la panacée, le remède universel qui permet de tout soigner et de tout guérir, la source de jouvence qui garantit l'immortalité à l'être humain. Eh bien pour la matière, c'est pareil. Et elle s'appelle la pierre philosophale. Elle rend les métaux invulnérables aux effets du temps. Ou plutôt, pour dire les choses autrement, elle peut les changer en or. Cette pierre que l'on appelle philosophale, car propre aux sages, aux vrais sages, existe-t-elle réellement? Eh bien, si l'or existe, si le plomb existe, si la vie existe, eh bien la pierre existe. Tout est clair. Et tout s'éclaire. À bientôt.